Zap Crypto, c'est tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Bienvenue chez vous les zappeurs et zappeuses. Bonjour la cryptosphère, on se retrouve comme d'habitude direct avec notre Fear and Greed Index côté crypto qui se trouve toujours dans le grid à 62. Du côté des marchés US, on est toujours dans la zone de peur à 43. Alors aujourd'hui est un grand jour. Nous aurons les annonces du FOMC. Entre zéro hausse, grosse hausse et l'entre-deux, on verra bien ce que Paul nous réserve. Je vous remercie également pour tout votre soutien pour mon dernier coup de gueule. Je vois qu'on s'est bien trouvé, hein. Et pour les réticents qui pensent qu'ils feront toujours mieux que la majorité, déjà sachez que vous avez 9 chances sur 10 de vous manger les dents. Et si mon expérience ne vous suffit pas, je vous laisse avec Asher qui va suivre et qui a de la bouteille comme on aime le dire dans notre écosystème et qui appuie pas mal ma position fuyez le trading. Sur ce, vous pouvez enfin vous installer confortablement, votre zap va commencer. Je vous souhaite à tous une excellente vidéo. On se retrouve demain pour un nouveau zap. C'était Zap Crypto. Fondamentaux qu'il porte, que les gens investissent sur Bitcoin en ce moment. La deuxième chose, ça s'est fait en quelques étapes, que ce soit quand il y a eu l'annonce de la Silicon Valley Bank qui serait couverte justement par la Fed, mais également quand il y a eu d'autres dispositions à l'échelle du pays, quand il y a eu l'annonce finalement de FedNow, un système qui permettrait d'échanger très rapidement de la liquidité entre établissements financiers, ou encore il y a quelques heures quand il y a eu l'annonce du rachat du Crédit Suisse par UBS pour 2 milliards de dollars. Pour certains, ça semble être juste un rachat, mais il faut comprendre que UBS rachète pour 2 milliards de dollars un établissement qui en valait presque 3 fois plus il y a de ça quelques semaines. Quoi qu'il en soit, ça semble être une situation d'urgence qui a été mise en place pour ne pas que Crédit Suisse sombre, et ça ne semble absolument pas être une acquisition normale d'un établissement bancaire à un autre. Au contraire, c'était bel et bien pour éviter une situation critique. Que ce soit donc aux États-Unis, en Suisse ou dans d'autres pays, parce qu'il y a déjà des dispositions qui sont prises, même en Europe, alors pour l'instant il ne semble pas y avoir de gros problèmes, si ce n'est les actions de nombreuses banques qui perdent de la valeur en bourse. Comme cette situation se fait de façon crescendo et qu'il y a de plus en plus de peur et d'incertitude sur les marchés, ça vient donner un soutien à travers les jours et les semaines au marché crypto. Voilà pourquoi, depuis maintenant une dizaine de journées, le Bitcoin et l'ensemble des crypto-monnaies se sont valorisés. Alors maintenant, je vais vous demander votre attention s'il vous plaît parce que ceci est un disclaimer. Vous le savez très bien, je ne suis pas un trader professionnel. Je suis un investisseur, je prends des positions que je tiens 2, 3, 4 ans basées sur des convictions de la technologie blockchain, mais également mes connaissances de ces différents fondamentaux. Le trading, c'est quelque chose de risqué, encore plus sur des actifs aussi volatiles que les crypto-monnaies et je le déconseille à tout débutant. L'impression de facilité de ce monde est d'autant plus dangereux. Et le fait que l'on trouve un peu partout des tutoriels qui vous montrent comment investir votre argent dans l'après-midi n'aide pas à être raisonnable. Malgré tout, ceci n'est pas un conseil d'investissement. C'est donc avec de nombreuses convictions, mais avec strictement aucune certitude, que je vais répondre à quelques-unes des questions qu'on me pose le plus souvent. Un débutant me demande si c'est le moment d'acheter du Bitcoin et s'il n'y a pas une possibilité que le Bitcoin s'envole et prenne de très très grosses valeurs, comme par exemple les 100 000 $ qui ont été annoncés par le CEO de Messari ou encore 1 million de dollars par je ne sais pas qui. Déjà, il faut comprendre que vous trouverez toujours quelqu'un qui vous dit que ça va monter très haut et toujours quelqu'un qui vous dit que ça va descendre très bas. Je réponds donc à la personne qui m'a posé la question et qui est débutant. Je déconseille fortement à un débutant d'essayer de prendre ce mouvement. Déjà, il est très virulent. Il est venu d'un coup et très peu de gens l'avaient vu venir, même si après coup, il y a toujours des gens qui vous diront que c'était prévu. Prenez du recul. Si je vous déconseille d'investir maintenant, c'est parce que non seulement il y a réellement des chances que la situation se calme aux États-Unis et ailleurs dans le monde d'ailleurs et que les crypto-monnaies repèrent de la valeur. Mais même si il y a la nouvelle que vous attendez, même si la situation s'aggrave et que les crypto-monnaies prennent énormément de valeur, il ne faut pas simplement être capable d'acheter du Bitcoin et de saisir une hausse. Il faut être capable de revendre afin d'enregistrer des bénéfices. Et donc, premièrement, je déconseille à un débutant de rentrer sur un mouvement aussi fort que celui-ci. Quitte à investir, il faut investir sur du long terme, commencer par du DCA, commencer par se renseigner et absolument pas essayer de faire le trader qui parie pile ou face à la hausse ou à la baisse, et surtout sur un mouvement aussi rapide où l'enjeu ne sera pas uniquement d'acheter, mais également de savoir quand vendre. Pour être franc, je n'ai pas ce recul, je n'ai pas cette expertise et je serais donc hypocrite de vous dire oui, achetez du Bitcoin maintenant. Et on va commencer par le danger sur le Bitcoin, les cryptos, la blockchain. Donc c'est une espèce d'association qui se dit les gars, c'est ce qu'on tape sur la blockchain, ok, c'est de bonne guerre, mais là c'est trop, c'est pas juste et c'est pas justifié. Et ils vont essayer de trouver des preuves comme quoi il y a une chasse aux sorcières. Alors, c'est suite à la fermeture des banques, si j'ai bien compris. Oui.
C'est ça. Signature Bank, voilà. En gros, c'est quoi? Comment ça s'appelle? Moi aussi, je dis en gros. Blockchain Association. Blockchain Association. Ce serait un lobby américain pro-blockchain, pro-crypto. Et suite au non-renflouement de la Signature Bank et à sa faillite, ils veulent en fait les preuves de qu'est-ce qui a décidé à mener l'enquête de la SEC et de la Fed auprès de cette banque-là et qui a un petit peu lancé, si tu veux, leur faillite. Ils veulent voir noir sur blanc qu'est-ce qui a en fait diligencé l'enquête qui a eu lieu sur eux. C'est ambitieux. Mais ils auront accès grâce à cette procédure aux documents et à tout ce qui a lancé l'enquête quelque part. Donc c'est intéressant de savoir pourquoi ça a été orchestré et pourquoi ils en sont arrivés là. T'as plein de banques qui sont sur le point de fermer parce que crise de liquidité. Se dire que ils sont en train de taper sur les cryptos, ça serait quand même y aller fort. Mais si c'est vraiment le cas, ça serait fou quand même. Pour moi, il y a rien d'impossible. Sache que il y a encore quelques années de ça, le mec qui faisait une carte bleue pour acheter de la crypto, il pouvait avoir son compte fermé du jour au lendemain sans même avoir, tu vois, un petit courrier d'explication. Ça arrive encore aujourd'hui en Europe, ok ? On voit que ça se durcit le discours aux États-Unis. On sent que la clé se serre. Pourquoi Coinbase aujourd'hui a décidé de partir offshore, c'est bien parce que justement ils ont pas la vue sur ce qui risque de se produire en termes de législation. Donc il y en a certains chez eux qui disent que c'est pour se mettre sur tous les continents et que voilà c'est la phase d'expansion. En tout cas, on voit bien qu'au vu de ce qui arrive à Kraken et tout ce qui se produit en ce moment. C'est plutôt la raison principale. Mais ce move est fou parce que Coinbase c'est les States, tu vois. Et Coinbase 2012 quand même. Voilà. Et puis ce serait ce serait vraiment une espèce de ras-le-bol annoncé si vraiment ils décident de se barrer des States. Enfin, ce serait fort comme symbole, je trouve. Circle, la société qui est derrière l'USDC, a choisi la France et Paris comme son siège européen. Après Crypto.com, après Binance et maintenant Circle, ça fait quand même 3 géants de la crypto qui choisissent la France pour être comme siège européen. C'est assez intéressant de voir ça. Je pense que ça aurait pas eu lieu si le Royaume-Uni faisait toujours partie de l'Union européenne, mais là voilà, pour s'implanter en Europe, au final la France, ça semble être la meilleure solution et c'est une bonne nouvelle. Ils sont même allés assez loin. Dans un premier temps, ils veulent obtenir l'aspect licence d'établissement de monnaie électronique. Donc a priori, c'est nécessaire selon Grégory Raymond pour pouvoir en fait obtenir et avoir le droit de d'émettre le stablecoin USDC, EURC au sein de l'Union européenne avec le projet MiCA qui arrive. Et aussi, ils veulent demander l'agrément PSAN. Actuellement, il n'y a aucune société qui a eu l'agrément PSAN. Quasiment tous n'ont que l'enregistrement PSAN. Donc voilà, Circle veut vraiment aller un cran au-dessus. On va voir s'ils vont réussir à obtenir cet agrément. Et c'est une très bonne chose pour tout l'écosystème crypto en France. Ensuite, ça fait beaucoup parler. On a donc Asher, donc Owen Simonin Asher, donc peut-être le plus gros influenceur entre guillemets français, même certainement d'ailleurs le plus gros, qui vient de faire en fait une espèce de lettre ouverte directement adressée donc au ministère. Le truc c'est quoi ? Le truc c'est qu'en fait il y a une proposition de loi, la loi numéro 790 qui vise par modification du code de la consommation à interdire aux influenceurs de faire la promotion des actifs numériques, donc les cryptos par exemple, entraînant donc un risque de perte à titre onéreux ou en échange d'un avantage en nature. Le truc c'est qu'en fait derrière cette proposition de loi se cache tout et n'importe quoi et ça englobe aussi tout et n'importe quoi parce que c'est un petit peu comme le bon et le mauvais chasseur, il y a le bon et le mauvais influenceur et le problème vient surtout de la définition d'influenceur parce qu'en fait influenceur on met tout et n'importe quoi y compris les médias alors que c'est censé être des trucs neutres en fait qui relatent juste les informations en fait aux gens, y compris donc du coup je sais pas un gamer par exemple blockchain, n'importe quoi qui est en lien avec des actifs numériques du coup serait assujetti à cette proposition de loi. Après au niveau NFT, il y a certains NFT qui ne sont pas considérés comme des actifs numériques, c'est encore flou donc il y a encore des choses à établir, mais en tout cas c'est une proposition du coup qui est dangereuse pour tout l'écosystème et donc Asher a demandé en fait, moi j'ai RT le tweet, il a demandé spécifiquement en fait aux gens de l'aider à diffuser le plus possible du coup sa lettre. Je vous invite du coup fortement à aller lire la lettre de Asher à ce propos, qui est d'ailleurs très intéressante et très pertinente, et on espère que ça fera évoluer les choses dans le bon sens. Bitcoin, le Texas veut protéger les droits des holders, mineurs et développeurs. On nous dit que le Texas se positionne en faveur du Bitcoin en introduisant un projet de loi pour protéger les droits, les détenteurs, les mineurs et les développeurs de la crypto-monnaie. Texas, si tu nous écoutes, big up à toi, gros bisous. Récemment,
l'État a publié un rapport proposant d'autoriser Bitcoin en tant qu'investissement autorisé. On nous dit que le projet de loi présenté par le Texas met en avant la contribution de Bitcoin à la technologie, notamment à travers la blockchain et son grand livre distribué. Il souligne également la sécurité du Bitcoin. Et donc le projet de loi défend la liberté des mineurs. Il garantit également la protection des droits des citoyens à posséder du Bitcoin, rappelant que la possession et le commerce de Bitcoin sont sécurisés dans l'État. Donc ils sont chauds aux patates, bien bullish. Le projet de loi souligne que l'État soutient les individus qui codent ou développent sur le réseau Bitcoin, conformément à la constitution du Texas. Mais c'est génial le Texas, dis donc. Cette initiative du Texas pourrait renforcer l'adoption du Bitcoin et de la blockchain dans l'État, offrant ainsi un environnement favorable à la croissance et au développement des crypto-monnaies. Donc ça fait plaisir de voir toutes ces petites news. Hein. Donc il y a quand même, tu vois, le Floride, la Texas se rebelle un petit peu contre le gouvernement. On rappelle que Biden, il a envie de taxer encore plus les mineurs. Biden, il a envie de taxer encore plus les plus-values de la crypto. Biden, il veut sortir sa monnaie numérique de banque centrale. Donc Biden, il est pas très très sympa envers les crypto-monnaies. Donc voir tout ça, c'est extrêmement positif. Une autre news que je trouve plutôt sympa, c'est Euler, en fait, le hacker qui a, vous savez, a dérobé 197 millions justement dans le 13 mars dernier, eh bien se dit prêt à négocier et à retourner une partie des fonds. Donc c'est quand même une bonne chose. Donc a priori, il y a des chances que le protocole recouvre une partie des fonds et c'est vraiment une bonne chose. Comment fonctionne une preuve ZK? Donc en général, il y a 3 étapes. D'abord, la mise en place. Le prover et le vérificateur se mettent d'accord sur l'algorithme ou la fonction qui sera utilisée justement pour vérifier la preuve. Alors il peut s'agir d'une fonction de hachage, une formule mathématique ou d'un algorithme de cryptage. Ensuite vient l'interaction. Le prover génère d'abord une déclaration qu'il veut prouver. Ensuite, il utilise l'algorithme pour prouver que l'énoncé est vrai. La preuve est souvent une série de calculs qui transforment en fait les données d'origine en une déclaration plus simple à prouver. Le prover ensuite envoie la preuve au vérificateur qui, lui, en vérifie la validité à l'aide de l'algorithme convenu. Troisième étape, la vérification. Si le vérificateur détermine que la preuve est valide, il accepte la déclaration comme véritable. Le vérificateur n'apprend rien d'autre sur les données ou les informations prouvées que ce qui est nécessaire pour établir leur validité. Cela signifie tout simplement que la preuve est sans connaissance, c'est-à-dire que le vérificateur peut accepter la preuve sans aucune information supplémentaire. Donc ça, c'est une information qui a fait pumper XRP hier, c'est que dans une interview, le directeur financier d'XRP, de Coinbase, a dit que si XRP gagnait son procès, il la relisterait sur Coinbase. Et donc c'est ce qui a fait pumper, parce que ce qui se passe aussi en parallèle, c'est que c'est en train de bouger au niveau de ce dossier avec la SEC bien évidemment. On attend des bonnes nouvelles, et pour moi ça veut dire simplement que le token a explosé. Suite à cette annonce, ça veut dire que le marché parie sur le fait que XRP va gagner son procès contre la SEC. On a eu chaud. Je vous parlais lundi dernier de l'effondrement de plusieurs banques régionales américaines, Silicon Valley Bank, Silvergate, First Republic Bank et Signature Bank, de l'impact de l'événement sur les bourses mondiales jusqu'en Europe et notamment des risques qui pesaient sur le Crédit Suisse. Ça n'a pas loupé. L'action de l'ancienne plus grande banque helvétique, qui avait déjà perdu près de 90% de sa valeur en 10 ans, est descendue au ras des pâquerettes. 1,56 franc mercredi dernier, après les mauvaises nouvelles en provenance d'Amérique. Heureusement, une semaine plus tard, il semble provisoirement tiré d'affaire, mais pour autant, les angoisses des marchés sont loin de s'être calmées. De nombreuses questions sont toujours en suspens et nous nous les posons tous. On a eu chaud, oui, mais est-ce que c'est bien fini? Ou bien y a-t-il encore un risque de contagion à l'ensemble du système bancaire? Que va-t-il se passer ces prochaines semaines pour le Crédit Suisse? Et doit-on craindre le même scénario qu'en 2008, quand la dernière faillite d'une banque américaine, Lehman Brothers, a déclenché une crise financière mondiale? Je ne pense pas que le Bitcoin va littéralement remplacer le dollar, parce que ce dernier existera toujours, mais je pense qu'il risque de devenir plus dominant. Il y a de fortes chances que le dollar américain perde son statut d'exception de monnaie de réserve mondiale. À l'avenir, il pourrait être accompagné dans ce rôle par le yuan chinois en deuxième et par le Bitcoin en troisième. Je pense que cette diversité serait un net positif. Je suis évidemment en faveur du Bitcoin à cause de ses propriétés spécifiques. Il est transparent, aucune entreprise ni aucune personne ne le contrôle et aucun gouvernement ne le dirige. Il est résilient et sécurisé. Il n'a jamais été piraté et il n'est jamais tombé en panne non plus.
Non seulement il a ses caractéristiques qui sont importantes, mais il est aussi contrôlé par ses détenteurs. Je souhaite qu'on ait une monnaie de réserve mondiale qui appartienne au peuple. L'histoire du développement du Bitcoin est très puissante, et je pense que les peuples du monde auraient intérêt à ne pas vivre dans un système dominé par la monnaie d'un gouvernement particulier. Alors, calendrier macroéconomique, qu'est-ce que l'on a ? Aujourd'hui, on a eu notamment les chiffres du vente de logements existants qui ont augmenté, donc ça veut dire que c'est plutôt positif, ça veut dire que il y a toujours une demande sur le shelter, alors que le shelter, on avait tendance à penser que ça allait s'effondrer, notamment sur la demande existante, parce que la demande existante, ça veut dire que j'ai déjà un emprunt, que j'ai fait certainement à un taux moindre que le taux maintenant, donc si je vends, ça veut dire que je vends maintenant et que je dois racheter derrière, donc cet équilibre est plutôt positif, en tout cas a été pris de façon positive par les cours, on ira le voir tout à l'heure. On rappelle que demain, on a le FOMC, on a les taux de la Fed qui sont annoncés 19h, 19h30, dans lequel on va avoir pas mal de choses. On a la projection économique du FOMC, on va avoir le discours de Powell, on va avoir tout ce qui est autour de ça, et forcément, c'est très attendu. Je vous rappelle qu'on cherche 0,25, en tout cas, c'est ce qui est en train d'être pricé. Il y a la probabilité d'avoir un 0, JP Morgan n'arrête pas d'en parler, comme quoi, potentiellement, on pourrait retourner à 0 pendant 2-3 mois, le temps d'avoir une stabilisation de la liquidité, pour ensuite repartir sur des augmentations de 0,25, donc ce qui prolongerait justement l'augmentation des taux sur la fin de l'année potentiellement, mais ce qui est en train d'être pricé, c'est majoritairement le 0,25. Donc c'est ce que le marché attend. Alors là, en données hebdomadaires, je vous remontre le cours de Bitcoin cette fois-ci sur une échelle logarithmique où effectivement il y a des points communs avec le premier trimestre 2019. On a dépassé la moyenne mobile à 50 semaines, la 21 semaines, je vous en avais parlé, la structure du RSI, etc., etc. Maintenant voilà, là on voit beaucoup mieux que le niveau sur lequel on tape, 28 700, hein, vous voyez, c'était la base même du rebond ici de l'été 2021 et la ligne de coup du double top. Donc voilà. Maintenant je dirais que tout l'enjeu, en fait, bon, pour parler clairement, sur le cours du Bitcoin, on peut y croire. Maintenant, il faut que les 25 300 $ fassent support. Est-ce qu'on peut pullback ? C'est possible. Il peut y avoir d'ailleurs un retour. Tester. Démontrer que les 25 300 $ qui ont été dépassés font maintenant support. Très rapidement, les 28,7 ont été atteints. Je vais vous montrer exactement à quoi ça correspond. Alors, là, vous avez le cours du Bitcoin à nouveau en cours de clôture hebdo. Où effectivement, voilà, ça va dans le sens de la comparaison ici avec le premier trimestre 2019. Là, je trouve qu'on voit encore mieux la ligne de coup du double top, mais cette fois-ci, vous la voyez en cours de clôture. C'est-à-dire qu'en mèche basse, elle est à 28 700. En cours de clôture, elle est à 3800. Voilà. Donc, la structure de la vol reste plutôt bullish. Ça, c'est propre. Alors, maintenant, toujours sur le cours du BTC, le gap a été comblé, hein. Je vous montre ici ce fameux gap baissier du 13 juin, comblé. Maintenant, que peut-il se passer ? Je veux dire, on peut très bien, alors, le scénario le plus bullish, c'est de rester dans le gap, la partie basse, la partie haute, les 27,4, les 28,7, faire un range et pousser. On peut tout à fait aussi revenir tester le niveau, et là, par contre, il n'y a pas le choix. Il faut que 25 000 fasse support, et ensuite repartir. Ça reste une possibilité. Maintenant, moi je ne sais pas ce qui va se passer, mais ce que je peux vous dire, c'est que le stop maintenant, l'invalidation de la hausse, c'est 25 000 $. On a mis tellement de temps à dépasser ce niveau. S'il s'agit vraiment... Parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'en données hebdomadaires, en données hebdo, on a donc ce qui pourrait être ici une épaule tête-épaule inversée avec une ligne de coup à 25 000 et on a le double top ici avec la ligne de coup à 28. Donc c'est ça qui, voilà, ça va s'affronter, ça va être passionnant, on va regarder ça. On va commencer par le 3 jours libre. Pour l'instant, on est sur la résistance du 0,3 et 2, 28 251. Si on breakout ça à la hausse en 3 jours libre, hop, road to 32 184. En semaine, on voit pas cette résistance, mais en 3 jours libres, on la voit, puisque pas mal de rebonds sur cette zone avant de descendre beaucoup plus bas. Sur le RSI également, on est sur une sorte de compression qui est un peu mal tournée ici, mais compression toujours parce qu'on est nouveau dans cette zone. Résistance rouge, support jaune, et le premier qui se fait péter ici, par exemple la résistance, hop, gros push à la hausse, ou pétage de gueule, selon le côté qui pète. On a également des divergences bear qui continuent de s'accumuler, puisque là, ça monte totalement sur l'action price sur les tops, alors que là, sur les tops, ça fait que descendre. Mais shorter en tendance haussière comme ça,
un peu risqué, surtout qu'on a pété l'EMA 200. On rappelle que l'EMA 200 est la dernière résistance d'une tendance, que ce soit haussier ou baissier. Ici, par exemple, on a pété à la baisse, on a fait des fake-out à la hausse un peu, hop, avant de bien se péter la gueule, puisque EMA 200 pété à la baisse. Pourquoi pas faire des sortes de fake-out ici, changement de tendance, avant de continuer cette tendance, tout comme on l'a fait ici. Ensuite, quelque chose qu'on n'a pas vu depuis longtemps, parce que tout simplement, il n'y avait rien à voir. C'est le P-bottom, hein. Vous savez que voilà, c'est un indicateur un peu comme le P-top qui peut nous donner les bottoms et les confirmations également de fin de bear market. Donc là, vous voyez qu'il y a le croisement de la ligne rouge et la ligne verte, ça nous donne le bottom, hein. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller retester ce bottom. Vous voyez, on est venu le retester ici. Alors après, comme je vous dis à chaque fois, ça dépend des graphiques. Certains graphiques, on a fait des légers plus hauts, d'autres un double bottom parfait, et d'autres comme ici, on a fait un très léger plus bas. Voilà, mais globalement, voilà, c'était un bottom. Et ensuite, quand on a le recroisement, c'est la confirmation. Vous voyez, là, on avait bien fini, on n'est jamais allé plus bas. Acheté par exemple ici sur les $236, et après, on a foncé tout droit jusqu'en haut. Ici, c'est pareil, on a un croisement, donc un bottom. Vous voyez, on est pratiquement revenu tester ce bottom. Et ensuite, là, on a la confirmation donc aux $5000. Et après, alors, bien entendu, ici, on a eu le truc du Covid, mais on n'a jamais fait de nouveau plus bas. Donc, techniquement, après, vous avez pu surfer jusqu'aux 70 000 $. Et encore une fois, on a eu notre bottom ici vers le mois de juillet. Comme je vous ai dit, c'était théoriquement le vrai bottom, hein. Ici, c'était plus un fake out. Parce que si on va voir, hop, par exemple, le total crypto 2, donc c'est l'ensemble des altcoins, donc toutes les cryptos sans le Bitcoin, eh bien, on peut voir que là, on n'a pas fait de plus bas, hein. Donc, je vous avais dit, tant qu'on casse pas sur les altcoins également, ce mouvement-là, c'est juste un fake out. Surtout que le dollar, il descend aussi. Il y a probablement un menteur. Et je parierais que c'est plutôt le dollar le menteur et que le Bitcoin est en train de nous faire une petite feinte ici. Bref, donc on a eu notre bottom ici. Et comme les autres coups, on est revenu tester, voire même un peu plus bas, le bottom, hein. Et ensuite, et ben là, on a eu, lors justement environ aux alentours de cette petite correction ici, eh bien, la confirmation, comme on a eu ici, ou comme on a eu ici, confirmation de bull run. Voilà, donc un indicateur de plus qui nous dit que théoriquement, le bear market est fini, hein. Vous savez que maintenant, quasiment 90% de tous les indicateurs, ils nous annoncent que le bear market est fini. Il reste juste, comme on l'a vu hier, certains indicateurs en mensuel qui n'ont pas encore validé, mais voilà, sinon, tout le reste, y compris le graphique, enfin le graphique, ce sera à la fin de la semaine, hein, quand on aura la clôture weekly, mais il nous confirme qu'on a bien trouvé un bottom ici. Alors ça ne veut pas dire que on a 100% de chance d'avoir trouvé un bottom ici, hein. Même si tous les indicateurs nous disent qu'on a trouvé un bottom, on peut jamais être sûr à 100% de quelque chose. Donc il faut quand même, voilà, c'est pas pour ça qu'on entre n'importe quand et avec n'importe quelle somme d'argent. Il faut toujours être prudent parce que les marchés financiers, ça peut faire des choses illogiques ou auxquelles on s'attend pas du tout. Donc voilà, même si tous les indicateurs pratiquement ils nous annoncent un nouveau bull run, on pourrait là demain commencer à redescendre et aller pourquoi pas $12 000. C'est vraiment pas quelque chose à privilégier, mais c'est pas impossible. Voilà. Je passe en trimestriel sur Ichimoku Kinkoyo. Vous pouvez dès lors comprendre que sur Ichimoku Kinkoyo en trimestriel, ça reste baissier. Pourquoi ? Parce que on est sous la Kinjun, sous la Tenkan, mais vous avez ici un espèce de cluster, un espèce de résistance dynamique complètement logique en trimestriel. Et si on reprend par rapport à une fractale précédente, on le voit très bien qu'en avril 2019, on avait vraiment buté en réalité sur cette Tenkan Kinjun qui était relativement rapprochée. Si on revient dans le passé, et lointain dans le passé, on avait à peu près la même situation. Juste ici, on avait en fait bloqué. Vous voyez qu'on avait transpercé, boum, une nouvelle bougie, c'était en avril 2016. Vous comprenez bien, hein, octobre, novembre, le fameux rallye, les bottoms se posent en hiver, les rallyes se font en printemps. Et on avait buté, on avait fait un magnifique hammer d'ailleurs ici, c'était plutôt joli à observer. Mais on avait vraiment buté sur cette Kinjun juste ici pour après lancer le bull market. Dès lors, on se pose la question, celles et ceux qui utilisent Ichimoku Kinkoyo, qui est un outil extrêmement puissant, un indicateur technique extrêmement puissant et utilisé par beaucoup de personnes. Je passe juste en mensuel et je vous dis à quel moment Hermès passera bull et pourrait éventuellement reparler d'un nouveau bull market. C'est assez intéressant à observer, ce sera en fait tout simplement ici.
Si on vient à s'affranchir et à clôturer en mensuel, à accepter au-dessus des 42 000 $, je pense qu'on pourrait retrouver notre bull market, puisque c'est exactement ce qui s'était passé précédemment dans les cycles précédents de Bitcoin. Il n'y en a pas eu tant que ça, il n'y en a eu que 4. Mais ici, vous voyez que ça avait bien buté en réalité. On avait fait une mèche, mais on n'avait pas clôturé au-dessus de King June. On avait été rejeté, on revient ici, ça rebute, on a été jeté, hop, et on passe au-dessus là. Vous voyez, boum, clôture au-dessus, acceptation, accélération autour du bull market. Et vous avez à peu près la même chose, on avait déjà fait cet exercice-là, mais à quel point sur des grandes time frames, en tant qu'investisseur, c'est toujours intéressant. Ici, on vient chercher, on bute dessus, on clôture au-dessus, bull market. On repart dans le passé, enfin vous avez compris un peu l'histoire, tout simplement. C'est assez sympa. Ici, on bute dessus, on est vraiment quasiment allé buter dessus, ici en mensuel, à quelques cheveux près. D'ailleurs, on se fait rejeter assez violemment. Et d'ailleurs, on clôture au-dessus, acceptation, accélération. Et c'est pas une petite accélération parce qu'on est passé de 10 $ à 1000 $. Croyez-moi qu'il fallait avoir les reins bien accrochés à ce moment-là. C'était plutôt très joli à observer. Je ne connaissais pas Bitcoin, pour être tout à fait honnête avec vous, lorsque ceci s'est passé, bien qu'on aurait pu éventuellement s'y intéresser ou voir une toute petite nouille passer. Tout simplement. Donc Ichimoku Kinkoyo a été d'abord utilisé et inventé par des investisseurs, ou en tout cas un investisseur, et après on l'a bien évidemment interprété et on l'a customisé pour le faire sur des toutes petites time frames. On peut même passer en 5 minutes ou en 1 minute sur Ichimoku Kinkoyo. Ça fonctionne bien évidemment également. On va regarder un petit peu les compétences qu'il y a, regarde, sur l'application. Voilà ce qu'on a. Ouais. Administration, animaux domestiques, art, beauté, bien-être, collection, antiquité, cours, devoir, cuisine, dépannage, mode d'emploi, dessert, développement mobile, emploi, environnement, événements, finance, immobilier, informatique, jardinage. Enfin, il y en a, si on ne trouve pas quelque chose, voilà. Et quand on clique dessus, par exemple, administration. Il y a la blockchain quelque part ? Il y a la blockchain quelque part ? Alors, il y a dans crypto. Ah, elle est où ? C'est le crypto. Alors, c'est dans finance. Donc, tu as finance, tu as crypto. Voilà. Okay. Et donc là, tu vois, par exemple, administration, tu as CAF, courrier, création d'entreprise, documents d'identité, email, impôts. Voilà. Alors, à un moment donné, quand vous allez, on va sur les tutos de YouTube, toutes ces choses-là, à un moment donné, YouTube, ça bloque parce qu'on ne peut pas justement interagir avec la personne. On ne peut pas savoir à un moment donné si on a des questions à poser, comment on fait. Là, l'avantage avec cette application, qui, je le répète, elle est totalement gratuite, que ce soit pour les helpers ou les help me. Les help me, c'est les personnes qui demandent de l'aide. À un moment donné, on peut être helper. À un moment donné, on peut être help me. C'est pas figé, puisque quand on s'inscrit, on va demander au moins une compétence. Et cette application, elle est vraiment faite pour interagir avec la personne. Et donc, quand il y a une conversation qu'il y a avec un interlocuteur, eh bien, on va pouvoir échanger, en effet, par chat. Et très souvent, la solution est déjà trouvée via le chat, parce qu'il y a un vrai échange. Mais après, on peut passer, en effet, en visioconférence. Et quand je vais demander en visioconférence de m'aider pour montrer un écran, un tableau Excel, un problème de chasse d'eau, un problème de climatisation, un problème de potager, ben, je vais pouvoir, grâce à l'application, je vais pouvoir demander de l'aide. Salut à tous, c'est Stéphane. Aujourd'hui, on se retrouve avec Garance et on va parler d'un très bon plan qu'on peut faire. On peut gagner beaucoup d'argent via le gaming dans le Web3. Dis-nous tout, Garance. Oui, exactement. 1,6 million, c'est ce qu'un jeune de 18 ans a remporté il y a quelques jours en jouant à un jeu vidéo. C'est absolument dingue. Peut-être que certains d'entre vous doivent connaître. Il s'appelle Mongraal. Mongraal, c'est cette personne avec cette chaîne YouTube. Il s'est fait connaître depuis de nombreuses années. C'est un jeune garçon qui a été, comme beaucoup d'adolescents, attiré par ces mondes de jeux vidéo. Ici, on le voit, c'est sa spécialité. C'est de se filmer derrière son écran en jouant à Fortnite. Fortnite, ce fameux jeu, je pense que c'est le jeu le plus téléchargé, le plus joué au monde depuis 2017. Il y a plusieurs dizaines de millions de personnes qui jouent. Il avait déjà fini premier, c'est un jeu de gaming, vous connaissez sans doute mieux que moi, multiplayer, où il faut passer dans des mondes bien spécifiques. On est largué sur une île déserte avec des personnages, avec des multiplayers, comme je disais, avec lesquels il faut s'associer pour tuer la personne devant soi, etc. Donc c'est cette personne, et il a remporté 1,6 million en jouant à ce jeu Dookie Dash. Je pense que Stéphane, tu dois le connaître, c'est ce jeu ici derrière. Je vais expliquer d'où ça vient, mais donc on est sur une petite moto
et on voyage à travers un égout. Il faut éviter les obstacles et récolter des points. C'est ce qu'il a montré ici le 9 février en disant qu'il avait fini premier du jeu Dookie Dash. Dookie Dash, c'est un jeu qui a été élaboré par Yuga Labs, l'équipe Board-Ape Club. Ensuite, l'actualité suivante, elle concerne THNDR, donc Thunder, ça se prononce, j'imagine, qui lance un nouveau jeu dans lequel vous pouvez gagner du Bitcoin et qui s'appelle Bitcoin Blocks, qui est disponible sur l'App Store et sur le Google Play. Voilà, c'est d'ores et déjà disponible, c'est gratuit. Et en l'occurrence, alors, j'y ai pas joué, mais si j'ai bien compris, c'est un petit mélange entre Tetris et le Sudoku, en tout cas je crois que c'est comme ça qu'ils le vendent, mais bref, c'est un jeu, un puzzle game en gros, et d'après ce que j'ai compris, le fonctionnement, et c'est ce qu'on voit d'ailleurs qui est expliqué ici, c'est que à chaque fois que vous faites une partie, que vous réalisez un bon score ou que vous battez un adversaire, vous gagnez un ticket, et ces tickets vous pouvez les utiliser pour participer à des loteries pour gagner du Bitcoin. Donc voilà, c'est leur façon de faire du play and earn. Je sais pas ce que ça vaut, je l'ai pas testé, mais j'ai vu qu'ils avaient plusieurs jeux en fait avec à peu près le même principe. Donc il y a Bitcoin Blocks qui est le tout nouvel arrivant, mais ils ont aussi un jeu de solitaire, un jeu de casse-briques on dirait un petit peu, ou alors un jeu de plateforme, ça ressemble plus à un jeu de plateforme, un jeu de bagnole où on doit éviter des obstacles, un Snake aussi, enfin bref. Ils ont toute une panoplie ici, donc pareil, un Thunder, je vous mettrai le lien dans la description, mais ils font plein de petits jeux où apparemment on peut gagner du Bitcoin. Encore une fois, je sais pas ce que ça vaut, mais si c'est gratuit, ça coûte rien d'essayer. Et si tu n'es pas rassasié, retrouve à gauche le Zap Crypto de la veille et à droite le Zap Crypto de l'année dernière, jour pour jour. Tu as trouvé une ou plusieurs actus intéressantes? Fais-le moi savoir en commentaire.